Chers amis, donc c'est avec grand plaisir que le comité d'éthique de la clinique Largos organise son premier webinaire. Le comité d'éthique de la clinique Largos fait partie de nombreux comités. Il a été créé pour accompagner notre activité médicale. Il est impliqué dans les activités de terrain auprès des malades pour s'assurer du respect de l'éthique dans notre activité médicale, par des actions pour respecter l'intimité des patients, pour s'impliquer dans l'identitovigilance et d'autres domaines. Et dans le cadre de son activité scientifique, notre premier webinaire a pour thème éthique et procréatique. Je vous informe d'abord que vous pourrez poser des questions, il faudra les écrire sur votre bulle de questions, bulle de discussion qui apparaît en bas de votre écran dès que vous cliquez. Nous récolterons ces questions et je me chargerai en tant que modérateur et responsable du comité d'éthique de la clinique de transmettre ces questions aux orateurs pour pouvoir vous donner des réponses. Donc ce seront des présentations de 15 à 20 minutes et les 3 présentations seront faites de manière successive et à la fin nous réserverons un certain temps pour la discussion. Donc je passe tout de suite la parole au docteur Khaled Mahmoud. Tu peux, Khaled, partager l'écran et commencer ta présentation. Voilà. Donc, vous voyez oui, là? Très bien. Très bien. Donc, merci, Khaled, de m'avoir donc confié ce thème et ce sujet très, comment dire, très important, à la fois très important et vraiment et difficile aussi, parce que parlant d'éthique, il faut vraiment être très vigilant et donc je vais parler de l'éthique et la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut limiter l'âge pour la femme en procréation médicalement assistée, pour la femme. Alors, donc je rappelle que l'éthique médicale, l'action éthique est basée sur les principes hippocratiques de ne pas nuire et de faire du bien à nos patients, selon 4 principes. L'autonomie, c'est-à-dire le respect de la volonté des malades et le principe du consentement. Bienfaisance, c'est le principe de faire du bien. La non-malfaisance, c'est le principe de ne pas nuire. Et la justice, c'est-à-dire l'équité dans l'accès des soins. Alors, face donc à l'allongement de l'espérance de vie et le recul de l'âge de la maternité et les progrès technologiques, la médecine de la reproduction offre des techniques et des alternatives qui permettent de devenir parent alors même que les fonctions naturelles ne sont plus en capacité d'engendrer. Cela donc va susciter quelques questionnements. Est-ce qu'il faut aider les candidats à la parentalité sans limite d'âge? Est-ce qu'on peut défier l'horloge biologique de la femme et ou bien est-ce qu'il faut établir une limite d'âge pour la femme? Et l'autre question aussi principale, qui doit trancher? Est-ce que c'est le médecin ou le législateur? Alors, pour comparer avec les autres pays, j'ai mis ici quelques exemples. Il y a des pays qui ont limité l'âge pour la femme, par exemple pour la Grèce, l'Estonie à 50 ans, le Danemark, l'Irlande à 45 ans, la Slovénie, le Luxembourg 43 ans, la Finlande, les Pays-Bas à 40 ans, l'Autriche, Chypre, ils n'ont pas fait, le législateur n'a pas fait de limite d'âge. En France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni, ils laissent le cursus un peu ouvert et donc en âge de procréer. Et dernièrement, donc en France, ils ont limité l'âge à 43 ans. Aux États-Unis, il y a eu une enquête auprès du public et c'est paru sur fertilité stérilité en janvier 2019. Et 46% jugent qu'il faut limiter l'âge à 45 à 55 ans, 67% préconisent donc enfin limite l'âge à 55 ans et absence de loi. Et le comité d'éthique de la SRM décourage la pratique de la PMA
au-delà de 55 ans. Alors, chez nous, on a une loi qui date, comme vous le savez, de 2001, et l'article 4 parle de l'âge. La médecine de la reproduction ne peut être pratiquée contre membres d'un couple marié vivant avec uniquement des gamètes provenant d'eux et doivent être en âge de procréer. Alors, comment définir l'âge de procréer qui a été imposé par le législateur dans le cadre de la PMA? Alors, comme vous le savez, le projet de parentalité est un engagement, mais aussi une responsabilité. Une responsabilité pour la mère, pour la femme vis-à-vis de l'enfant qui doit assurer son éducation et son avenir, de soi-même, de par son âge pour préserver sa santé, pour son conjoint s'il est aussi âgé qu'elle, etc., et de la société. Et vis-à-vis aussi une responsabilité médicale parce qu'elle est triplement engagée vis-à-vis de l'enfant à naître, de la santé de la femme, de la société. Est-ce que le traitement euh, 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 qu'on va donner à la patiente est futile ou utile? Et vous voyez, ici, il y a un télescopage entre la logique sociale et existentielle des demandeuses, puisque le désir exprimé par la femme est légitime, et la logique médicale qui, qui doit tenir compte des risques possibles ou subis pour la mère et l'enfant. Et donc, vous voyez que le rapport et le vécu au risque probable n'ont pas la même signification pour les patients et pour les médecins. Alors, l'âge de la femme obéit, ou l'âge de procréer obéit à une horloge biologique. Tout le monde le sait. L'horloge biologique chez la femme est une réalité. La ménopause, elle met un terme à la procréation, et l'insuffisance ovarienne préalable à la ménopause rend les tentatives de PMA intraconjugales moins fructueuses, voire inefficaces au-delà de 42 ans, comme vous le voyez sur le schéma, sur cette étude, sur cette courbe que tout le monde connaît à gauche de l'écran. Alors, quelle est la fréquence des femmes âgées qui rentrent dans les centres de PMA pour subir un traitement? Et ici, d'après le registre européen, vous voyez que le nombre de femmes âgées de plus que 40 ans ne cesse d'augmenter depuis 2002. Et chez nous, à Fertilia, les femmes de plus que 40 ans représentent 28,5% de nos patients. Alors, la première donc, question, quelle est la chance de conception chez les femmes âgées et à partir de en fonction de l'âge? Et vous voyez que dans cette étude qui compare donc le taux de grossesse de moins de 35 ans jusqu'à 47 ans, vous voyez que ici, à partir de 45 ans, pratiquement il y a zéro grossesse. Et vous voyez aussi que le taux de fausses couches augmente ici avec l'âge et arrive jusqu'à 66,7%. Et le taux de naissance, vous voyez qu'il diminue et arrive à 0,6% à 44 ans et presque plus rien après. Alors, chez nous, le taux de grossesse à Fertilia en fonction de l'âge, il est vous voyez sur cet histogramme, là aussi, le taux de grossesse, vous voyez qu'il diminue avec l'âge de manière très considérable. Mais ce qu'il faut voir, c'est la probabilité d'avoir une naissance vivante chez les femmes âgées. Et vous voyez ici qu'après 45 ans, c'est presque nul. Et ici, vous voyez que sur cette courbe-là, donc en rose, où la FSH est inférieure à 20, vous voyez qu'il
ici, il y a une diminution importante et au-delà de 45 ans, on arrive pratiquement à ne plus avoir de naissance vivante, même chez des femmes qui ont une FSH inférieure à 20 et une AMH qui est soi-disant encore valable avec une réserve ovarienne encore présente à une AMH supérieure à 0,6. Et donc ici, il faut, avec l'âge, au-delà de 45 ans, la chance est futile puisqu'elle est inférieure à 1% et le pronostic est très pauvre. Le taux de naissance, donc, chez les femmes de plus que 45 ans, chez cette étude-là, vous voyez que le taux de naissance au-delà de 45 ans est pratiquement nul. Si on voit un peu le taux cumulatif de grossesse, d'accouchement plutôt, selon le groupe de posoïdans, là vous voyez chez les groupes 2 et 4 qui sont les groupes âgés, vous voyez que le groupe 4 c'est avec âgé et réserve ovarienne très faible, donc vous voyez que c'est très faible, alors que le groupe 2 âgé avec une réserve disons, une réserve ovarienne valable, vous voyez qu'on peut arriver à avoir, donc, on peut avoir des grossesses. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement l'âge, mais il y a d'autres facteurs peut-être qu'il faut tenir compte, que le médecin doit tenir compte pour essayer de limiter un peu les choses. Alors, il ne suffit pas, bien sûr, de réussir une grossesse. Il faut savoir que ces grossesses chez ces femmes âgées vont présenter des complications obstétricales. Et vous voyez ici qu'il y a un risque accru de fausse couche et même un risque accru aussi de grossesse extra-utérine. Et là aussi, il y a un risque accru avec l'âge au-delà de 45 ans, avec plus de diabète gestationnel, plus de prééclampsie, d'éclampsie, de placenta prévia et de césarienne. De même pour cette étude, la même chose ici pour cette étude qui est plus récente, où on montre pratiquement la même chose, le risque de complications obstétricales augmente avec l'âge et surtout au-delà de 44 ans. Et sans oublier aussi les complications néonatales. Vous voyez ici que le faible poids à la naissance au-delà de 45 ans augmente, que les accouchements prématurés augmentent, qu'il y a plus de malformations majeures et que de la mortalité périnatale. Et aussi, il y a plus ici d'admissions en néonate, apnée à la naissance, d'ictère, d'hypoglycémie, de détresse respiratoire, de malformation cardiaque, tout ça, toutes ces complications et toute la prise en charge donc de la grossesse chez ces femmes âgées va générer un coût, un surcoût et un risque aussi bien pour la femme que pour l'enfant à naître. Et vous voyez aussi que avec l'âge, les anomalies donc chromosomiques, ici vous voyez que le risque de trisomie est de 53,7 pour 1000 à l'âge de 45 ans, vous voyez, et le risque aussi d'aneuploïdie augmente avec l'âge, surtout au-delà de 45 ans. Alors, il y a aussi ce phénomène qui était tardive et les liens intergénérations. Et des études ont montré que les enfants qui sont nés de parents âgés ont une meilleure éducation et un statut intellectuel et psychologique meilleur. C'est parce que les parents âgés sont plus stables sur le plan économique, mais trouvent des difficultés dans l'éducation à l'adolescence. Et il y a des liens intergénérations qui peuvent être complexes, surtout quand les parents sont déjà grands-parents. Et aussi, il y a un risque de ne jamais devenir grands-parents et le risque pour l'enfant de ne jamais avoir des grands-parents. Le risque aussi de ne pas accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte et le risque de voir l'enfant aider ses parents avant d'être adulte.
puisque, puisque la femme est âgée et donc elle peut tomber malade, et alors que l'enfant est encore jeune et ça pourrait poser des problèmes au niveau de la famille. Alors, il y a aussi la prise en charge par la société. Et vous savez qu'en Tunisie, le choix a été fait de considérer que le traitement de l'infertilité relevait de la solidarité nationale et l'enveloppe budgétaire contrainte pour le système de santé doit être présente dans la réflexion. Et une AMP ouverte sans limite d'âge pose la question de la solidarité nationale dans une pratique que la médecine juge à risque pour l'enfant et la mère, puisque ça engendre un coût insupportable pour les prises en charge supplémentaires générées par les prises en charge supplémentaires des grossesses tardives et leurs conséquences et la multiplication des essais, ce qui pourrait mettre en cause le risque de perdre cette solidarité nationale et de ne pas avoir et de voir donc la caisse de sécurité, disons, plus avare dans la prise en charge. Alors, sur le plan éthique, c'est vrai que nous, médecins, on doit accompagner ces patientes âgées. On doit respecter l'éthique, on doit respecter l'autonomie et la justice. L'autonomie, mais la mère, en même temps, elle doit aussi respecter et savoir qu'elle doit consentir, qu'elle va prendre un risque, aussi bien pour elle que pour l'enfant. Et que l'enfant n'est pas simplement un objet de désir, mais il y a derrière un risque d'avoir un enfant qui pourrait poser de problèmes. Et là, le médecin, bien entendu, nous, médecins, nous devons agir selon les lois, la loi éthique de bienfaisance et de non-malfaisance pour informer, pour traiter, pour mettre à la disposition des traitements et des technologies appropriées pour défier l'horloge biologique et améliorer un peu les résultats chez ces femmes-là et diminuer les risques. Alors, l'espoir de réinitialiser et de défier l'horloge biologique féminine tout en respectant la bienfaisance et la non-malfaisance, ça consiste à essayer d'améliorer les résultats, diminuer les risques pour la mère et l'enfant à naître, prévenir l'âge de la ménopause, fixer les limites aux interventions médicales afin d'éviter des traitements inutiles et futiles. Alors, pour améliorer les résultats, il faut améliorer la réponse ovarienne à la stimulation par des traitements adjuvants, et la liste est de plus en plus longue, et là, la question est très large, et il y a beaucoup d'adjuvants qu'on peut utiliser, mais le niveau de preuve est faible. Et il y a un article qui est paru sur Fertilité, Stérilité 2020 qui parle de tous ces traitements adjuvants et le niveau de preuve est très faible pour améliorer. Donc, il n'y a pas la réponse ovarienne et il n'y a pas de recette miracle pour améliorer la réponse ovarienne jusqu'à présent. On essaie le pooling, la duostimulation ou les cycles successifs. Le PRP intra-ovarien qui a un rationnel qui n'est pas convaincant et il ne s'est pas validé par donc les sociétés savantes, et est-ce que éthiquement on a le droit de continuer à faire le PRP alors que les résultats ne sont pas clairs et cette technique n'est pas validée par les sociétés savantes. Le rajeunissement ovarien, c'est une technique prometteuse parce que le rationnel est là, mais elle reste encore expérimentale, de même que les cellules souches. Donc, vous voyez que la médecine essaye, fait de recherches pour essayer d'améliorer un peu les résultats.
les résultats chez ces femmes-là. Et on peut aussi, les médecins essayent aussi d'améliorer la qualité embryonnaire par la systématisation de, du screening des embryons, parce que le screening des embryons permet en fait d'améliorer les résultats en termes de naissance. Si on transfère des embryons euploïdes, on peut améliorer de façon assez significative donc le taux de grossesse. Mais est-ce que cette grossesse on peut améliorer le taux de grossesse, mais est-ce qu'on peut améliorer le pronostic de la grossesse? C'est là la question. Alors, c'est pour cette raison-là que la prise en charge de la grossesse chez la femme âgée, il faut identifier les facteurs de risque préexistants, diabète, hypertension, cardiopathie, obésité, les myomes. Il faut prévenir une prévention de la prééclampsie, dépistage précoce des anomalies chromosomiques et des malformations, induction du travail à 39 semaines, parce que ça permet de réduire le risque d'éclampsie, éviter la mort fœtale, une étude du Royal College montre que sur 9350 femmes au-delà de 40 ans, si on induit l'accouchement à 39 semaines, ça pourrait prévenir 17 morts fœtales in utero. Et le risque de mort fœtale in utero est multiplié par 1,4 au deuxième trimestre, multiplié par 2,8 à terme et multiplié par 5,1 en post-terme. Et la discussion voie naturelle versus césarienne, ça se discute au cas par cas. Alors, on peut prédire l'âge de la ménopause et cela dans le but de programmer une grossesse, de faire une congélation sociale des ovocytes, conseil pour la contraception, histoire familiale de ménopause précoce. L'AMH a une valeur prédictive très bonne pour le diagnostic de l'insuffisance ovarienne, mais elle est insuffisante, mais sa valeur est insuffisante pour pouvoir prédire avec précision le moment de l'apparition de l'insuffisance ovarienne ou la ménopause. Détection de la mutation du gène BRCA et pour le potentiel reproducteur féminin, et ça c'est prometteur. La congélation sociale des ovocytes, le débat éthique est en cours. Ça résout le problème de la procréation tardive, mais n'évite pas les complications obstétricales et néonatales liées à l'âge. Et à la question, finalement, je termine là-dessus, à la question, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'on peut définir un âge limite de la femme en PMA? Je dirais que dans un souci de bienfaisance, de non-malfaisance, d'équité, d'équilibre mesuré entre l'autonomie de l'individu, l'intérêt de l'enfant à venir et la responsabilité de l'équipe médicale, il paraît pertinent de préciser la notion d'âge pour procréer avec l'aide de l'AMP. Il s'agit de mettre une norme pour bien faciliter la prise en charge des couples infertiles en clinique quotidienne par les équipes médicales et d'apporter les informations aux décideurs et politiques chargés de la santé publique. Et comme vous voyez sur cette courbe, on voit l'âge tardif de naissance et l'âge de la ménopause, vous voyez que le curseur ici se situe entre 42 et 45 ans. Et donc, la discussion doit se faire entre 42 et 45 ans, au cas par cas, en fonction de plusieurs paramètres de réserve ovarienne, le nombre de tentatives, les pathologies, sans dépasser 45 ans, et surtout avec un accompagnement bienveillant. Et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Khaled pour... vous m'entendez? Oui, oui. Merci pour cette excellente réflexion sur les problèmes relatifs à la limite d'âge en PMA. On sait très bien que c'est un problème auquel on est confronté quotidiennement et tu as très bien posé le problème. Tu as très bien expliqué la philosophie avec laquelle il faut aborder cette question, surtout devant la demande importante. Bien, je pense qu'il y aura des questions à la fin du webinaire, donc je vais
céder la parole maintenant à Dr Hanan Loumi qui va nous parler des aspects éthiques de la conservation des gamètes au laboratoire. Là, Voilà. c'est bon. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Parfait. C'est bon. Très, très bien. À toi la parole pour 15-20 minutes. OK. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vais parler des considérations éthiques en matière de gestion des gamètes et des embryons. Juste un petit rappel pour se situer par rapport au cadre tunisien. Donc, c'est bien géré par la loi, comme a dit Sir Khaled. Donc, c'est une loi qui date de très longtemps, qui n'a pas été révisée, mais qui encadre très bien la médecine de la reproduction. Cette réglementation est gérée par une commission nationale de médecine de la reproduction qui gère les autorisations, les agréments techniques et la réglementation. Je rappelle aussi pour nos invités étrangers que l'AMP, dans le cadre tunisien, s'intéresse au couple, à l'intraconjugal, et l'AMP avec tierce d'honneur est interdite par notre loi. Aussi que les niveaux techniques sont connus, donc on part des techniques les plus simples, à savoir l'insémination artificielle, pour aller vers l'injection intracytoplasmique avec ses variantes, l'IMSI, l'ICSI avec diagnostic préimplantatoire et toutes les technologies qui permettent d'avoir de meilleurs résultats. Alors, l'action qui est incontournable et qui peut être réalisée de manière immédiate ou différée, c'est la cryoconservation des gamètes et des embryons dans le cadre de la préservation de la fertilité ou encore dans le cadre de la fécondation in vitro pour conserver les embryons surnuméraires. Alors, la spécificité de cette discipline de biologie de la reproduction, c'est qu'on s'intéresse pas à un patient, mais à deux patients, à deux membres d'un couple. Donc, on a la réalité de gérer les gamètes d'un couple, donc qui sont en vie commune. Donc, il faut justement éviter les croisements de gamètes au niveau du laboratoire. La spécificité aussi que ces échantillons biologiques sont très précieux. Donc, on parle d'ovocytes, on parle d'embryons. À la limite, pour les spermatozoïdes, on peut récupérer d'autres prélèvements. Il y a aussi la notion de la micromanipulation. Donc, on parle du micrométrique. On travaille sous microscope, sous loupe. C'est du microscopique qu'on fait. On a aussi la responsabilité de gérer les gamètes pendant une certaine durée, donc pas comme dans les labos d'analyse, on peut donc gérer les analyses et après aussi gérer les prélèvements derrière pour se débarrasser des prélèvements. Non, les gamètes restent dans le laboratoire pendant une certaine période de culture et on a aussi à notre charge le stockage et l'entreposage donc des gamètes et des embryons qui sont stockés dans l'azote liquide pendant de très longues périodes qui peut aller jusqu'à 10 ans. Parmi aussi la spécificité de l'AMP ou de la biologie de la reproduction, c'est les résultats. Donc, les résultats qui ne dépassent pas des taux de 50% pour les taux de succès dans les meilleurs des cas. Ces taux de succès sont une responsabilité partagée entre cliniciens et biologistes. Et comme vous le savez, l'infertilité est multifactorielle. C'est une équation à plusieurs paramètres: l'âge, la réserve ovarienne, la réponse au traitement, la qualité des gamètes. Donc, tout ça fait que les résultats sont différents d'un couple à un autre. Une fois on a saisi tout ça, on va s'orienter vers les considérations éthiques qu'on doit
respectées au niveau de cette discipline de biologie de la reproduction. Donc, toutes ces spécificités font qu'il faut avoir un consentement pour pratiquer ces actes d'assistance médicale à la procréation. Il faut que le couple demande par son propre gré le recours à l'assistance médicale à la procréation, signe un consentement. Chaque acte, donc il y a un consentement spécifique pour chaque acte, donc soit pour la FIV, pour la congélation, pour la décongélation, donc il y a des consentements pour chaque type de manipulation. Ce consentement, par contre, doit être signé après avoir informé le couple ou le patient sur les risques, sur les pourcentages de succès, etc. Et là, c'est notre devoir d'informer ce couple-là. L'information doit être claire. Il faut bien préciser les risques encourus si l'on existe, en respectant bien sûr après l'autonomie du patient pour accéder aux soins et pour demander l'acte correspondant. Alors, cette plaque montre que le premier niveau d'information peut se faire à distance via les sites internet, via les émissions télé, et comme ça, les couples peuvent accéder à une information de premier degré sur les différentes techniques d'AMP. Sinon, au niveau du centre, on doit informer le couple de manière claire et précise sur les chances de succès, sur les risques de la manipulation. Aussi, dans le cadre de l'infertilité masculine, on peut demander des examens génétiques afin de détecter ou de dépister certaines anomalies chromosomiques qui peuvent être transmissibles vers la descendance. Alors, le couple doit donc être informé de tous ces aspects pour pouvoir accéder à nos soins assez spécifiques. Alors, tout ça se passe dans une ambiance d'écoute, aussi de bienfaisance. Donc, on doit tenir compte de la souffrance, surtout psychique, de ces couples infertiles, du vécu qui est complexe et difficile parce qu'ils ont la pression de la société, et on sait très bien que l'infertilité est très mal vécue par nos couples qui viennent pour l'AMP. Alors, j'insiste sur la confidentialité, donc il faut tenir le secret médical. La confidentialité au niveau du laboratoire se passe dès la phase préanalytique, donc dès l'accueil. Ça s'organise lors de l'exécution des prélèvements et on tient compte aussi des cas particuliers des patients mineurs qui viennent pour la préservation de la fertilité. En phase analytique aussi, on tient compte de la confidentialité en imposant un accès limité des locaux aux locaux techniques, en organisant le flux du personnel qui est extérieur au laboratoire. Donc, il faut sécuriser le laboratoire. Et enfin, en phase post-analytique, le rendu des résultats est aussi réglementé selon des procédures, et le rendu des résultats dépendra de l'interlocuteur, que ce soit le médecin prescripteur ou le couple lui-même, le patient. Donc, il faut communiquer le résultat selon l'analyse. Par exemple, en spermiologie, il faut communiquer le résultat au monsieur, lui expliquer le rendu, et puis c'est à lui de communiquer ses résultats à sa femme, à sa conjointe. Donc, il faut s'orienter vers le patient avant tout. Alors, je renvoie mes amis biologistes vers cet article qui est paru dans les Annales de biologie clinique en décembre 2020 et qui décrit justement la confidentialité dans les différentes phases pré-analytiques
analytique et post-analytique avec un modèle de charte éthique qu'on peut aussi l'utiliser pour bien sûr l'exposer au niveau du laboratoire. Comme ça, il sera accessible à tout le personnel et aux patients aussi. Alors, parmi les considérations éthiques, là aussi, il y a le fait d'assurer la sécurité des gamètes, donc d'éviter de causer un dommage lors de l'offre de soins ou de l'acte d'AMP. Le principal risque, je rappelle, c'est le croisement de gamètes. Donc, il faut s'équiper d'un bon système de traçabilité, d'identitovigilance. Je reviens aussi pour insister sur la sécurité des gamètes. Il faut s'équiper aussi des systèmes d'alarme pour la surveillance de tous les paramètres de culture et d'incubation. Surveiller la salle de congélation. Donc, tout ça fait partie de la non-malveillance qui est un parmi les principes fondamentaux de l'éthique au laboratoire. La justice aussi, c'est parmi les principes à respecter. La justice stipule que les patients dans des situations semblables doivent avoir accès aux mêmes soins. Là, donc, je vous renvoie à une démarche qualité, à l'accréditation, pourquoi pas. Il faut rédiger les protocoles, les procédures, les respecter et comme ça, tous les patients auront la même prise en charge, quel que soit le timing et quelle que soit la situation. Par contre, il y a un petit bémol, c'est qu'au niveau de l'AMP, justement, et surtout dans le cadre de la préservation de la fertilité, on ne donne pas les mêmes chances à la femme qu'à l'homme pour préserver ses gamètes. Et c'est pour ça qu'on est en train de bouger pour justement promouvoir la préservation de la fertilité chez la femme pour des raisons sociales, parce que l'homme, il a le droit à la congélation de ses spermatozoïdes en cas de dégradation de sperme et quand il s'agit d'une azoospermie, etc. Par contre, pour la femme, en dehors des indications oncologiques et médicales, la femme n'a pas le droit de congeler ses ovocytes malgré l'épuisement de sa réserve ovarienne. Et là, ce n'est pas juste, donc on est contre la justice. Et on a organisé justement une journée où on a débattu ce sujet et j'espère qu'on va arriver à convaincre les autorités par notre point de vue. Alors, il y a des gens qui sont contre cette préservation pour des raisons sociétales. Donc, leurs arguments sont les suivants. C'est la banalisation de la maternité retardée, le coût social, les risques encourus par cette préservation, les risques médicaux, infectieux, la stimulation ovarienne, aussi les risques pour la maman à un âge avancé, avec le peu de garantie de maternité différée si on va vers la préservation sociétale. Alors, nous, praticiens de l'AMP, on voit que la préservation de la fertilité chez la femme est un droit. Et là, donc la dame, elle a droit à ses soins, elle a le droit, comme l'homme, à conserver ses ovocytes si elle envisage une maternité différée. Voilà, sinon, il faut, si on va dans ce sens et vers la préservation des ovocytes pour des raisons sociétales, il faut bien sûr informer les patientes sur les résultats de cette technique de conservation ovocytaire qui est limitée par l'âge, par le nombre d'ovocytes matures recueillis donc le jour de la ponction. Et bien sûr, après avoir recueilli son consentement, la patiente
aura le droit, si possible, à une préservation de ses ovocytes. Alors, je reste dans le cadre de la cryoconservation, qui est un acte incontournable dans nos pratiques. Cette cryoconservation est incontournable parce qu'elle permet d'augmenter considérablement les chances de grossesse cumulative à partir d'un seul cycle de stimulation, de réduire donc les risques de stimulation. Et donc, cette cryoconservation va générer un certain nombre d'embryons qu'on appelle les embryons surnuméraires qui vont être stockés au laboratoire. Et juste, je donne des chiffres par rapport au nombre d'embryons cumulés et stockés avec les années d'exercice d'un laboratoire. On peut aller jusqu'à plus que 5000 embryons stockés au bout de 10 ans d'exercice. Alors, quel est le devenir de ces embryons s'ils ne font pas partie d'un projet parental? Il y a deux possibilités en Tunisie, puisqu'on n'a pas le droit de donner ces embryons à un autre couple, soit la destruction, soit la recherche. Et là, il faut vraiment définir le statut de l'embryon pour autoriser éthiquement la destruction de cet embryon qui a coûté très cher pour les parents et pour la société. Alors, dans ce sens, un débat a été organisé par le Comité national d'éthique médicale. C'était le 1er février 2020 où nous avons abordé le sujet de la recherche sur l'embryon. Ceci était concomitant avec un projet de révision de la loi se rapportant à la recherche sur l'embryon et aux cellules souches. Alors, les positions des praticiens étaient divergentes. La majorité était pour la promotion de cette recherche sur l'embryon, rien que pour l'embryon, rien que pour l'assistance médicale à la procréation et pour l'innovation, avec une nécessité d'information. Il faut aussi parmi les recommandations, c'est d'encadrer cette recherche avec un consensus qui définira la traçabilité des embryons reçus pour la recherche, avec donc la précision où stocker ces embryons pour la recherche, quelle structure, les projets de recherche à mener dans ce cadre. Comme ça, on surmonte l'inquiétude qui a été soulevée par le reste des participants, qui étaient des scientifiques, des juristes et des hommes de religion. L'inquiétude se rapporte aux dérives possibles liées à la recherche sur l'embryon, la création d'embryons à partir de gamètes et l'obtention d'embryons chimériques, le clonage, tout ça donc mérite la réflexion et donc nous mène à encadrer vraiment cette recherche et bien encadrer cette recherche sur l'embryon tout en assouplissant donc ce régime réglementaire. Voilà, donc en AEP, nous sommes confrontés à la vitesse des avancées techniques, tout en étant limité par les considérations éthiques, et on voit que les techniques d'AMP ne cessent d'évoluer. Le principal enjeu dans tout ça, c'est la santé des enfants à naître à partir des techniques d'AMP. Parmi les questions auxquelles on est confronté, peut-on accepter le recours aux spermatides pour assurer une fécondation chez des patients azoospermiques? Aussi, est-ce qu'on peut utiliser des milieux spéciaux pour optimiser la fécondation ovocytaire? Existe-t-il un risque d'un transfert cytoplasmique dans le but d'améliorer la qualité ovocytaire?
Et la grande question, comment assurer-nous d'un suivi spécifique des enfants nés à partir de ces innovations technologiques sans stigmatiser ces enfants? Alors, dernier point, c'est la génétique et l'AMP. Donc, avec le développement des techniques de la génétique, et là, on est en 2021 dans la possibilité de définir le génome d'un embryon à partir du milieu de culture. On est dans la génétique non invasive, sans biopsie cellulaire. Est-ce que l'accès justement à ces informations permettra de résoudre le problème des résultats de l'AMP, ou bien ça va compliquer les choses et on sera amené à analyser des résultats et des examens difficiles à interpréter et à comprendre, à aussi sélectionner les individus en fonction de leur génome, donc les individus issus de ces embryons. Donc, il y a tout un risque de l'eugénisme et de la notion de médecine prédictive. Au final, la bioéthique renvoie à la responsabilité de chacun pour répondre à une question précise. Quel monde voulons-nous pour demain? Si on est pour le progrès scientifique, il faut justement se battre pour ça, parce qu'il existe un écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. Notre comité d'éthique ou de bioéthique, puisqu'on est dans la biologie, ne peut pas substituer la société, mais elle permettra d'encourager les débats, d'élaborer les décisions et de communiquer ces décisions aux autorités pour pouvoir réviser la loi qui est restée depuis 2001 sans révision, promouvoir la recherche scientifique tout en respectant l'éthique, donc avec les différentes valeurs de l'éthique. Et j'insiste pour la PMA sur l'aspect de l'identitovigilance. Et je vous remercie. Merci Hanen pour cette brillante mise au point sur certains aspects qu'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter. Donc tu as fait le tour de la question, c'était très instructif et ça va effectivement nous encourager à réfléchir encore plus sur comment contribuer à élaborer des cadres en même temps scientifiques, progressistes, mais également éthiques. Je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure lors des débats. Et pour terminer, on va passer la parole au docteur Nedia Gallouz Najjar, qui va nous parler d'un aspect non moins intéressant auquel on est fréquemment confronté, qui est les limites éthiques en matière de néonatologie. À toi, Nedia. Est-ce que tu Bonjour. Bonsoir. Donc, je partage l'écran. Voilà. Bonsoir à tous. C'est bon. Bonsoir à tous. J'ai l'immense plaisir de clôturer ce webinaire sur l'éthique en périnatologie en traitant deux thèmes sujets à la réflexion et au débat pendant la période périnatale. Attendez, ça ne marche pas. Voilà. Donc, comme on le sait, l'éthique, c'est la discipline qui s'intéresse aux pensées et aux prises de décision responsables de l'être humain dans le contexte d'une société et de ses institutions. Alors que la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme valables de façon absolue. Et si on se pose la question, quelle est la différence entre la morale et l'éthique? De façon schématique, on va dire que la morale nous dit ce qu'il faut faire, alors que l'éthique se demande ce qu'il faut faire et pourquoi il faudrait faire une chose plutôt qu'une autre. Au cours de ces dernières années, on a assisté à des avancées scientifiques considérables pendant la période périnatale, avec
les bienfaits, mais aussi les dérapages. Et l'adage de science sans conscience n'est qu'Aurine Delappe n'a jamais pris autant de valeur que dans ces contextes-là. Comme je vous ai dit, j'ai choisi de traiter deux aspects par rapport à la période périnatale. J'ai choisi de parler des limites de réanimation néonatale, des limites de prise en charge des prématurés. On a tous en tête et en souvenir le mauvais souvenir de la résidente en pédiatrie qui a été incarcérée pendant 2 jours pour ne pas avoir réanimé un bébé de 28 semaines. Et ça a fait le buzz médiatique. Donc, et au lieu d'avoir une réflexion éthique avec des conduites bien claires, donc on a eu un lynchage médiatique et ça a été traité comme un buzz médiatique. La même chose par rapport à l'affaire du centre de maternité avec la prise en charge des extrêmes prématurés. Donc, jusqu'à maintenant, on a, par rapport à l'extrême prématurité, il y a certains de ces enfants peuvent survivre au prix d'une prise en charge néonatale active, mais cette survie s'accompagne d'une morbidité importante à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, à se demander quel est le bénéfice réel de la prise en charge périnatale active. Et les enjeux éthiques de la prématurité, vers quoi on tend, c'est de permettre à des enfants nés très prématurément de vivre avec la même potentialité de développement que s'ils étaient nés à terre. Et ce qu'on doit éviter, c'est de forcer à vivre des enfants nés très prématurément et qui, de ce fait, développeraient un handicap lourd. Donc, comment on peut évaluer ce bénéfice? C'est d'abord d'avoir des essais contrôlés, randomisés, mais on connaît la complexité de mener telle enquête et éthiquement, c'est très difficile. Il faudra observer son centre, mais ça nous conforte dans nos attitudes en place et ça peut nous donner un faux sentiment d'autosatisfaction. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de comparer de façon contemporaine les centres, les régions et les pays ayant des pratiques et des attitudes différentes. Pour cela, si on veut voir le taux de survie des extrêmes prématurés de par le monde, donc par exemple, on voit qu'au Japon, on peut réanimer dès 22 semaines avec un taux de survie à 34 semaines et à 26 semaines, ils ont déjà un taux de survie à 90%. Alors qu'en France, à partir de 22 semaines, donc, on ne prend pas en charge du tout ces nouveau-nés, on a un taux de mortalité de 100% et à 26%, ils sont à 75%. Ce taux de survie, il est corrélé à la prise en charge anténatale et à des pratiques périnatales. Donc, par exemple, pour les corticoïdes sont donnés pour une maturation pulmonaire et pour le bienfait des nouveau-nés à naître à partir de 23 semaines aux États-Unis, alors qu'en France, on peut n'en donner qu'à partir de 57 semaines, de 24 semaines. La même chose par rapport à la césarienne. Donc, elle est pratiquée à partir de 25 semaines en France, alors que dès 24 semaines et dès 23 semaines, on pratique une césarienne pour les extrêmes prématurés. J'ai un problème pour avancer. Excusez-moi, j'ai un problème pour avancer la diapo. ML, voilà. Je vais prendre l'exemple de la France par analogie, non par modèle, mais par analogie. Donc, lorsqu'on voit que le premier nouveau-né a été ventilé dès 64, dès les années 70, on a mis en place des unités de soins intensifs et on a posé la question des limites de viabilité. En 1985, c'est-à-dire 20 ans après, on a commencé à se poser des questions éthiques par rapport à la réanimation des nouveau-nés et de l'enfant. Et dès 2001, on a émis des recommandations pour les décisions de fin de vie pour les nouveau-nés. Donc, en 2002, presque 25 ans après, donc, il y a eu la loi Kouchner, et en 2005, la loi Leonetti, qui autorise un peu les arrêts thérapeutiques. Et ce n'est qu'en 2005 qu'il y a eu une commission d'éthique élargie, avec un groupe élargi intégrant les néonatologues, les gynécologues, mais également des philosophes, des juristes, des sociologues. Et
des théologiens pour prendre la limite de 24 semaines comme limite de réanimation et de prise en charge. Donc, en Tunisie, on a assisté également à des progrès en réanimation néonatale avec un taux de survie de plus en plus grand chez les prématurés. Mais cette survie est accompagnée dans 40% des cas de handicap chez l'enfant. Donc, il s'agit d'une médecine très coûteuse qui a un impact très important sur la famille et sur la société. Et ça pose des problèmes éthiques à différentes étapes de la prise en charge. Donc, dès les années 80, on a assisté à l'individualisation des services de néonatologie avec de plus en plus, donc chaque chef de gouvernement gouvernera un service de néonat à Tunis. Dans le secteur privé, on a de plus en plus de lits de réa et d'unités de réa qui prennent en charge les nouveau-nés. Mais on a une absence totale d'un réseau de périnatalité. Le premier malade ventilé au centre de maternité était en 2003 et en 2009, j'ai dirigé une thèse sur l'abstention et les arrêts thérapeutiques dans le service de réanimation néonatale et on avait donc après concertation avec les experts occidentaux et selon les recommandations de l'OMS et de la FIDO, on a limité les limites de prise en charge à un âge gestationnel de 28 semaines et un poids de naissance de 1000 grammes. Donc, vous voyez déjà dès les années 2000, les limites, c'était 28 semaines et 1000 grammes. Donc, il y a eu en 2020 un article original qui a mis le point sur les extrêmes prématurés en Tunisie, avec une étude multicentrique pour voir un peu les pratiques dans tous les services de réanimation néonatale en Tunisie. Et on a conclu à une lourde mortalité quand même de 76%, avec un âge gestationnel moyen de 26 semaines et un poids de naissance moyen de 897. Cette tranche d'âge et cette population est accompagnée d'une lourde morbidité avec une durée de séjour de 56 jours. Et le poids de naissance inférieur à 800 grammes était corrélé au décès. Les 25% survivants ont gardé des séquelles neurosensorielles avec des IMC dans 15%. D'accord. Donc, voilà, on a toujours en Tunisie, on assiste de plus en plus à un âge maternel de plus en plus avancé, à des mères de plus en plus actives dans la société, à un recours à la PMA et une demande incessante des parents et une nécessité de structures ultra équipées. Toujours dans l'absence de consensus clair sur les limites de la réanimation. Donc, toujours pour la prise en charge de ces grands prématurés, ça pose un problème de coût. On a des services publics qui sont ultra débordés, il n'y a pas de place. Et dans le secteur privé, on a une prise en charge très coûteuse avec une absence totale. C'est totalement à la charge des parents. Tous ces problèmes nous posent des problèmes éthiques pour la prise en charge des prématurés. Et j'emprunterai les termes de mon ami le Dr Qasim au cours d'une journée, d'une table ronde dans le groupe de néonatologie sous l'égide de la Société tunisienne de pédiatrie qui s'est tenue l'année dernière, et pour limiter un petit peu nos limites de viabilité. Donc, nos limites à nous, dans notre contexte à nous, en rappelant que l'éthique, c'est de voir au sein d'une société avec les institutions. Donc, elle a rappelé nos quatre vérités qui fâchent, à savoir des ressources limitées, une organisation défaillante du système de santé au niveau des soins, avec un déphasage par rapport aux soins obstétricaux. On a une mortalité néonatale encore élevée. On a une absence totale de texte de loi, une absence de recommandations nationales par les sociétés savantes ou des réflexions par les comités d'éthique. Dans tout ce contexte, on a émis des recommandations au cours de ces journées-là de réanimer de façon active à partir de 27 semaines, d'accompagner les nouveau-nés et les fœtus à partir de jusqu'à 25 semaines, et la zone grise reste 26 semaines. Donc, c'est toujours des situations au cas par cas qu'il faudra discuter chaque fois en fonction des circonstances de l'accouchement, en fonction des antécédents maternels, en fonction du contexte. Donc, mais ça reste quand même des recommandations nationales
qu'on doit avoir à l'esprit. Pour la clinique, au niveau de la clinique La Rose, donc on a été confronté plusieurs fois à prendre en charge des bébés extrêmement prématurés dans des contextes difficiles. Donc, il y avait ce nouveau-né issu d'une grossesse induite, grossesse précieuse induite par filictie, avec une RPM dès 20 semaines et un accouchement à 25 semaines. Et c'est un bébé qui est décédé à H4 de vie dans un contexte de barotraumatisme, d'emphysème sous-cutané. Et on a eu la chance de voir survivre un 26 semaines né par prématurité spontanée dans un contexte de choréographie qui est sans séquelles. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est une médecine individuelle et c'est des décisions qui se font au cas par cas. Le deuxième thème que je voulais discuter avec vous, enfin le soumettre à vos réflexions, c'est l'interruption médicale de grossesse. Donc là aussi, il y a eu des progrès médicaux et scientifiques avec un développement considérable du diagnostic anténatal, où malheureusement l'interruption médicale de grossesse reste la seule thérapeutique. Ça pose des enjeux éthiques, psychologiques, philosophiques, voire même religieux. Il s'agit d'une lourde décision et un choix difficile, autant pour les parents que pour les médecins. Comme vous le savez, il y a un cadre légal qui légifère pour l'interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire c'est un décret de loi avec le code pénal, l'article 214 du code pénal. Lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risque d'être compromis par la continuation de la grossesse, ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave. Donc, le Comité national d'éthique médicale s'est autosaisi en avril 2012 pour régulariser l'interruption médicale de grossesse, et on peut la pratiquer soit pour des indications maternelles, en cas de menaces sévères pour la santé maternelle, à savoir un cancer évolutif, une toxémie gravidique sévère, des pathologies organiques graves, des troubles psychiatriques. Et là, il faut un rapport médical établi par le médecin traitant au médecin avorteur. Comme on peut indiquer l'interruption médicale de grossesse lorsqu'on prévoit une anomalie physico-mentale grave de l'enfant à naître et on n'a pas précisé la liste des pathologies graves pour les nouveau-nés à naître. Donc l'IMG, elle est autorisée au-delà du 3e mois de grossesse, mais on n'a pas mis des limites supérieures imposées par la loi. C'est-à-dire, on peut pratiquer une interruption médicale de grossesse jusqu'à terme, dès que jusqu'à 37 semaines, tant que le nouveau-né il est encore in utero, enfin le fœtus il est encore in utero, l'interruption médicale de grossesse est encore indiquée. Ceci nous pose un problème de prise en charge du fœtus, enfin du produit de l'interruption médicale, sachant qu'à 24 semaines, on a des fœtus qui sont viables dans 50% des cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de ce fœtus? Alors, il faut insister que cette décision doit être collégiale et que la présence du pédiatre est obligatoire en apportant des clarifications sur la viabilité de l'enfant à naître, en l'absence de limite de la viabilité précisée par le législateur. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour le fœtus? Faut-il le prendre en charge? Quelles sont les limites et les modalités de cette prise en charge? Faut-il l'accompagner? Il faut toujours avoir à l'esprit cette notion de bienfaisance, non malfaisance, et il faut éviter à tout prix l'acharnement thérapeutique. C'est là que le geste féticide se pose. Or, cette action-là et cette pratique, elle n'est pas explicitement autorisée par la loi. Ça peut poser des conséquences morales lourdes pour l'obstétricien, mais il faut avoir à l'esprit que l'absence volontaire et délibérée de soins d'un enfant né vivant est considérée comme un homicide.
d'où les implications médico-légales importantes. Il ne faut pas attendre l'instauration d'une loi. Il faut instaurer des consensus validés par les instances académiques et ces consensus sont variables en fonction des moyens et en fonction du temps. Donc, la prise en charge des parents par une information claire et loyale, en préparant au deuil, et un comité d'éthique multidisciplinaire apportera un complément de réflexion aux médecins traitants. Ce comité multidisciplinaire est composé de gynécologues, néonatologistes, généticiens, échographistes, psychologiques et autres experts. Et je vous remercie. Merci Lydia pour cette excellente mise au point sur ces situations où on baigne, on balance entre la fatalité, l'espoir, le désespoir et l'éthique. Donc, merci aux 3 conférenciers pour la qualité de ces exposés sur, encore une fois, des sujets qui ne sont pas très souvent débattus. Donc, je voulais, à la fin de ce webinaire, remercier encore une fois pour ce premier webinaire dans cette optique de la clinique La Rose. Remercier Khaled Mahmoud, Dr Galouz et Dr Loumi, mais également Emel, qui a fourni un travail extraordinaire pour essayer de nous mettre au point au niveau technique, et Halmi également, notre ingénieur informaticien. Et je vous dis à d'autres échéances et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci d'avoir participé. Au revoir.